Alors, pour commencer l'exposé, intéressons-nous au niveau des inégalités de revenus à l'intérieur des pays en 2016. Donc ici, l'indicateur est simple, c'est la part du revenu capté par les 10% les plus aisés dans une série de régions, Europe, Chine, Russie, Amérique du Nord, Afrique subsaharienne, Brésil, Inde et Moyen-Orient. Dans un monde totalement égalitaire, les 10% les plus aisés captent 10% du revenu. Dans un monde totalement inégalitaire, les 10% les plus aisés captent 100% du revenu. Vous voyez qu'on a un panorama de situation avec, en Europe, les 10% les plus aisés qui captent 37% des revenus, et au Moyen-Orient, région la plus inégalitaire sur ce graphique, et dans le monde, les 10% les plus aisés qui captent 61% des revenus, avec tout un continuum de situations. États-Unis, Amérique du Nord, 47% pour les 10% les plus riches, Inde, 55%. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui. D'où vient-on? Commençons en 1980, donc période charnière du point de vue des politiques économiques, du point de vue des politiques de dérégulation ou d'ouverture menées par les différents pays qu'on observe ici. Et je dirai un mot tout à l'heure sur ces évolutions politiques et économiques dans ces différents pays. Ce qu'on observe d'emblée, quand on regarde toujours ce même indicateur, c'est la part du revenu capté par les 10% les plus riches, c'est premièrement une hausse généralisée. Mais c'est deuxièmement une hausse à des rythmes très différents selon les régions. Prenons un exemple concret, la Russie, pays le plus égalitaire jusqu'en 1991, et en l'espace d'à peine 5 ans, le pays devient le plus inégalitaire de cet ensemble de pays et de régions, avec une part du top 10% qui passe de 24% à 47% en l'espace de 5 ans. Donc une explosion des inégalités sur un laps de temps très court. À l'opposé, en Europe, on passe d'une part du revenu total capté par les 10% les plus aisés de 32% à une part de 37%. Donc une progression nette, mais bien plus modérée. À comparer avec la trajectoire américaine, on voit que les États-Unis sont à peu près au même niveau en matière d'inégalité en 1980. Ça peut aujourd'hui nous surprendre, mais en 80, c'est à peu près le même niveau. Et aujourd'hui, les États-Unis, qui sont aussi inégalitaires qu'un pays comme l'Inde, comme la Russie, excusez-moi, est plus inégalitaire que la Chine. Et je vais revenir sur ces divergences entre Chine et Inde et Europe et États-Unis et Canada dans quelques slides. Ce qui est intéressant d'avoir en tête à ce stade, c'est que 1980, c'est quoi? C'est aussi la fin d'une période de réduction des inégalités dans toutes ces régions, qui grosso modo va des années 20 jusqu'à la fin des années 70, réduction qui va s'opérer dans des contextes politiques et économiques extrêmement différents, économie mixte, compromis d'économie mixte en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, socialisme et communisme en Russie et en Chine, économie extrêmement régulée en Inde, quel que soit le mode d'organisation de l'économie et de la politique dans ces différents pays, vous avez une réduction très forte des inégalités de revenus et de patrimoine dans ces différentes zones de 1920 à la fin des années 70. Après la fin des années 70, une remontée de ces inégalités. Une question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où va-t-on aller? Est-ce qu'on va retomber sur les niveaux d'inégalité extrême observés au début du XXe siècle et à la fin du XIXe? C'est une question qu'on peut se poser. Et pour tenter de l'instruire, je prends ici le même graphe, mais j'ajoute 3 régions supplémentaires, le Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne et le Brésil. Les données ne sont pas aussi précises et fines qu'on le voudrait à partir de 1980, donc on commence en 90, mais le message qu'on aimerait faire passer ici, c'est que au Moyen-Orient, au Brésil, en Afrique subsaharienne, les économies n'ont vraisemblablement jamais vécu cette phase de compression des inégalités qu'on observe dans les autres régions du monde. Et donc, on pourrait qualifier ces 3 régions de frontières supérieures
à l'inégalité possible dans une société, avec des niveaux d'inégalité extrêmement forts, si forts qu'il est difficile de produire des distributions de revenus et de patrimoine plus inégalitaires. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ces pays, ces régions qui sont passées à travers ces phases de compression des inégalités vont revenir à ces niveaux extrêmes d'inégalité? Alors, avant de répondre à cette question, regardons ce qui s'est passé au niveau mondial depuis 1980. Donc, faisons un exercice de pensée consistant à casser toutes les frontières entre pays et à s'intéresser à l'évolution des inégalités entre individus, entre citoyens du monde. Et c'est ce que je fais sur ce graphique, où la population mondiale est classée des plus pauvres sur votre gauche jusqu'aux plus riches sur votre droite, 100 groupes de la population mondiale, 100 centiles de revenus. Et sur l'axe vertical, ce qui est présenté, c'est le taux de croissance total de chacun de ces groupes de 1980 à aujourd'hui. Tout ça est net d'inflation, donc c'est la croissance réelle observée par chacun de ces groupes, de ces centiles de la distribution mondiale du revenu. Qu'est-ce que vous observez sur cette courbe qui a été appelée courbe de l'éléphant, après les travaux notamment de Branko Milanovic et de son co-auteur Christopher Lackner, qui ont produit une première version de cette courbe. Nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on utilise des données sur tous les pays du monde, et ces taux de croissance sont compatibles, comme je vous le disais, avec les taux de croissance qu'on entend régulièrement à la radio ou à la télé, les taux de croissance du PIB ou du revenu national. On observe en bas de la distribution, sur votre gauche, des taux de croissance élevés, donc 100% sur la période, un peu plus de 100%, on multiplie le revenu par 2, donc ça c'est la forte croissance des classes moyennes supérieures, des classes supérieures dans les pays émergents, des classes populaires aussi, mais on va voir que les classes populaires ont cru beaucoup moins vite en Chine et en Inde que les classes moyennes supérieures et que les classes les plus aisées. Cela dit, c'est une croissance qui est considérable, plus de 100%. Si vous allez vers la droite du graphique, vous observez des taux de croissance beaucoup plus faibles sur la période, inférieurs à 50%. Et dans certains pays, je vais vous le montrer aussi ensuite, comme les États-Unis, en fait, ces taux sont proches de 0%. Pour les 50% les plus modestes aux États-Unis, ça descend à presque 0%. Il s'agit ici des 90% du bas dans les pays industrialisés, avec des taux de croissance inférieurs à 50%, inférieurs à 40%. Si vous allez tout à droite du graphique, vous observez des taux de croissance qui remontent très fortement, de manière spectaculaire, à plus de 200%. Alors là, on peut se poser une question. On peut se demander, finalement, est-ce que c'est si important, là, ce qui se passe tout à droite du graphique? Finalement, c'est juste 1% de la population mondiale. Le fait que ce 1% croît à plus de 200% n'est peut-être pas si problématique que ça, étant donné qu'il s'agit juste d'une petite fraction de la population et que cette petite fraction ne capte pas nécessairement une part importante du gâteau. Et donc, pour répondre à cette question, j'utilise exactement les mêmes données, mais je vais les représenter un tout petit peu différemment. Sur ce graphe, on classe chacun de nos groupes de revenus, nos 100 groupes de revenus de la population mondiale, sur l'axe horizontal, en attribuant à chacun de ces groupes un espace qui est proportionnel à sa population. Donc, les 1% les plus aisés représentent 1 point parce qu'ils représentent juste 1% de la longueur de l'axe. Qu'est-ce qui se passe si on représente un espace, un segment pour chacun de ces groupes qui est proportionnel à la part de la croissance que chaque groupe a captée dans la croissance mondiale depuis 1980? Eh bien, il se passe ceci. Vous voyez que les 1% les plus aisés, dans mon graphe précédent, ne représentaient qu'un point, puisqu'ils ne représentaient qu'un % de la population mondiale. Dans ce graphe-là, ils représentent 27% de mon axe, puisqu'ils ont capté en réalité 27% de la croissance totale depuis 1980. 27% de tous les nouveaux euros, de tous les nouveaux dollars, de tous les nouveaux yuan, de tous les nouveaux roubles créés depuis 1980 ont été captés par ces 1% les plus riches. C'est à mettre en comparaison avec la part de la croissance captée par la moitié la plus pauvre de la population mondiale, qui est, elle, de 12%. Donc, premier élément de réponse à cette question, est-ce que ça compte ce qui se passe au sommet de la distribution mondiale des revenus? Oui, ça compte même énormément, puisque les 1% du haut ont capté 2 fois plus de croissance que l'ensemble
des 50% les plus modestes au niveau mondial. Alors, finalement, cette représentation-là de l'évolution des inégalités au niveau mondial a l'intérêt de nous aider à bien se représenter ce qui se passe au sommet, mais on voit quand même que squeezer complètement sur la gauche du graphique la moitié de la population mondiale n'est peut-être pas forcément la meilleure manière de représenter les choses. Donc, ce qu'on adopte dans ce rapport sur les inégalités mondiales, c'est une représentation combinée de ces deux derniers graphes, où vous avez une représentation proportionnelle par rapport à la taille de chaque groupe jusqu'au top 1%, et ensuite on va étirer le top 1% vers la droite, comme vous voyez là sur la droite du graphique, pour bien se représenter ce qui se passe à l'intérieur de ce top 1%. Et ici, le résultat clé, c'est vraiment ces 27% de la croissance totale captée versus les 12% pour les 50% du bas. Alors, comment est-ce qu'on obtient un tel graphique? Juste un graphe qui est le même, mais pour une région du monde spécifique. Cette région du monde, c'est le monde industrialisé, Amérique du Nord et Europe de l'Ouest. Vous avez exactement le même type de données, mais uniquement pour ce groupe de pays. Vous voyez ici, c'est plus un éléphant, ça ressemble plutôt à un cobra. Dans le sens où on observe des taux de croissance faibles, inférieurs à 30%, jusqu'au 90%, au percentile 90, pour les 90% du bas de la distribution des revenus, taux de croissance faible. Et dès lors qu'on entre dans les 10% les plus aisés, les taux de croissance vont s'envoler, plus de 200%, 300%, 400% pour les 0,001% du haut. Donc ça, c'est ce qui se passe au Canada, États-Unis, en Europe de l'Ouest. Qu'est-ce qu'on observe en Chine et en Inde? On observe un graphique qui est très proche, à la différence de l'axe. Si vous regardez les taux de croissance tout à l'heure, notre axe il montait à peu près 400%. En Inde et en Chine, on monte à peu près 4000%. Rien de surprenant, croissance très forte dans ces pays qui avaient un revenu très faible dans les années 80. Mais ce qui est surprenant ici, c'est à quel point, encore une fois, les 1% du haut vont capter une part extrêmement importante de cette croissance avec des taux supérieurs à 3000%, quand le reste de la population, les 90% du bas, eux, vont croître à des taux inférieurs à 500%. C'est la combinaison, en fait, de ces deux phénomènes, très forte croissance au sommet de la distribution dans les deux régions, et forte croissance dans l'ensemble dans les pays émergents, qui va créer notre silhouette de l'éléphant, notre graphique de tout à l'heure. Donc là, si je regroupe les deux cobras ensemble, que j'ai l'évolution des inégalités mondiales dans 4 régions, Chine, Inde, Europe de l'Ouest, USA et Canada, on obtient ce profil que vous observiez tout à l'heure sur la première figure. Et si sur ce profil-là, on ajoute encore d'autres pays où la croissance était plus faible qu'en Chine et en Inde depuis 1980, en Afrique et en Amérique latine, alors nécessairement, la silhouette va être aplatie vers le bas. Et là, on retombe sur le graphe initial que je vous présentais tout à l'heure. Ça, c'est l'un des résultats centraux de ce rapport sur les inégalités mondiales. Une autre question qu'on pourrait se poser ici, c'est, alors d'accord, peut-être que la croissance captée par les 1% du haut compte d'un point de vue macroéconomique, donc il faut s'y intéresser, mais peut-être que cette croissance-là était nécessaire pour la croissance des classes populaires et des classes moyennes. C'est l'idée du ruissellement, c'est-à-dire qu'il fallait une forte croissance en haut pour observer une forte croissance en bas. Alors essayons d'y voir un peu plus clair sur ce point-là, et pour le faire, comparons des régions à peu près comparables. Comparons notamment les États-Unis, ce qui s'est passé aux États-Unis par rapport à ce qui s'est passé en Europe, et ce qui s'est passé en Chine par rapport à ce qui s'est passé en Inde. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, on peut tout à fait combiner une croissance forte ou relativement forte chez les classes populaires et chez les classes moyennes avec une moindre croissance au sommet de la distribution. Et on va même voir que les pays qui ont le plus cru
au sommet de la distribution, la croissance a été la plus forte au sommet de la distribution, ce sont les pays où la croissance a été la plus faible en bas. Avec l'exemple extrême des États-Unis, où le revenu moyen annuel par tête de la moitié la plus pauvre aux États-Unis en 1980 était de 16 000 $. 16 000 $ par adulte et par an en 1980. Aujourd'hui, cette valeur est de 16 000 $. En réalité, 16 400 $. Donc une croissance proche de zéro pour la moitié la plus pauvre aux États-Unis. En Europe, où les plus aisés ont eu un taux de croissance nettement plus faible qu'aux États-Unis, la croissance des classes moyennes et des classes populaires a été beaucoup plus forte qu'aux États-Unis, 30%, 40 à 50% selon les groupes de revenus. Alors, voici ce que donnent ces comparaisons entre Europe de l'Ouest et États-Unis. Donc, ici, on a deux indicateurs, en rouge et en bleu. En rouge, c'est la part du revenu capté par les 1% les plus aisés. Et en bleu, la part du revenu total capté par les 50% du bas. États-Unis à gauche, Europe de l'Ouest à droite. On commence en 80, on va jusqu'en 2016. Et comme vous voyez, les niveaux d'inégalité sont à peu près semblables en 1980. On est à environ 10% pour les 1% les plus riches aux États-Unis et environ 20% captés par les 50% les plus pauvres aux États-Unis en 80, plus ou moins les mêmes valeurs en Europe de l'Ouest. Mais ce qui est absolument marquant ici, c'est l'inversion quasi complète des positions relatives de ces deux groupes aux États-Unis sur la période. Avec les 1% du haut qui aujourd'hui captent 20% du revenu total et les 50% du bas qui aujourd'hui captent 10% du revenu total. Donc qu'est-ce qui explique cet effondrement des 50% du bas? C'est ce que je disais tout à l'heure, pas de croissance pour ce groupe de la population alors que le reste de l'économie continue à croître et à croître même très fortement. Donc la part dans le revenu total s'effondre aux États-Unis. En Europe, on arrive à contenir cette hausse des inégalités. On observe une légère baisse des 50% du bas, une légère hausse des 1% du haut, mais beaucoup moins importante, beaucoup moins marquante qu'aux États-Unis. Et cette comparaison-là, qui est une comparaison faite sur deux ensembles qui sont exposés à peu près de la même manière aux nouvelles technologies depuis 1980, qui sont exposés à peu près de la même manière à la mondialisation depuis 1980, qui ont à peu près le même niveau de revenu en 1980, nous permet de répondre en partie à la question qu'est-ce qui cause cette explosion des inégalités. Et il est extrêmement difficile, sur la base de tels graphiques, de soutenir que cette explosion des inégalités au sommet est due aux nouvelles technologies ou est due à la mondialisation commerciale ou financière. Il faut introduire d'autres variables explicatives pour comprendre cette explosion des inégalités aux États-Unis et cette absence d'explosion des inégalités au sommet en Europe. Et j'en discuterai plus longuement par la suite, et on en discute plus longuement dans le rapport sur les inégalités mondiales. C'est vraiment les différences de choix politiques en matière d'accès à l'éducation, en matière de fiscalité, en matière de revenu minimum, en matière de formation tout au long de la vie, qui nous permettent de comprendre ces écarts de trajectoire entre différents pays. Et ces écarts de trajectoire, on les observe pas uniquement dans le monde industrialisé, mais aussi dans le monde en développement. Donc les mêmes indicateurs que tout à l'heure, Chine à gauche et Inde à droite. Et ce que vous voyez ici, c'est que à partir de 1980 jusqu'au milieu des années 2000, la Chine et l'Inde ont à peu près les mêmes trajectoires en matière d'évolution des inégalités, avec un effondrement des 50% du bas et une hausse marquée des 1% du haut. Mais à partir du milieu des années 2000, la Chine se met à investir beaucoup plus massivement que l'Inde dans l'accès à l'éducation, dans l'accès à la santé, dans l'accès au transport dans les zones rurales, ce qui va permettre aux 50% du bas d'avoir de forts taux de croissance en Chine, ce qu'on n'observe pas en Inde. Les 50% du bas depuis 1980 vont croître à 400% en Chine et ils ne croissent qu'à 100% en Inde. Et c'est vraiment cette forte croissance en bas de la distribution des revenus qui va permettre à la Chine de stabiliser ses inégalités à partir du milieu des années 2000, ce que l'Inde n'a pas réussi à faire
où les taux de croissance continuent à être extrêmement élevés au sommet de la distribution, mais les classes populaires, finalement, n'ont pas tant que ça vu de différence entre la période d'avant la dérégulation, qui commence en 1984 en Inde, et la période après la dérégulation.